Si tu n'as pas encore tes premiers 10 000 francs investis en bourse, c'est probablement à cause de l'une de ces 5 erreurs, voire peut-être plusieurs de ces erreurs. Aujourd'hui, on a un format un petit peu différent. C'est un format un petit peu plus voilà, podcast. Tu verras qu'il n'y aura pas de schéma, il n'y aura pas de carte mentale. Je te laisserai évidemment me dire en commentaire un petit peu ce que tu en penses. Et tu vois, aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans que j'investis en bourse, que je conseille des salariés indépendants pour qu'ils puissent bâtir et gérer leur propre portefeuille en bourse. Et dans le cadre de mon ancien travail de conseiller financier et aujourd'hui de l'accompagnement, j'ai pu auditer plus d'une centaine de finances, donc plus d'une vingtaine justement au sein de l'accompagnement. Et il y a vraiment 5 erreurs générales, on va dire, qui ressortent assez régulièrement. Donc, première chose que je vais te mettre en garde un petit peu dans cette vidéo, c'est que je vais faire des généralités. Et évidemment, je ne vais pas pouvoir te recommander des erreurs dans ta situation précise. Je vais vraiment prendre un petit peu ce qui ressort en point commun de chaque personne que j'ai pu auditer et vraiment tirer une sorte de conclusion, de sorte à ce que d'ici la fin de la vidéo, si tu du coup fais l'opposé de ce que je vais te révéler dans cette vidéo, vraiment si tu fais l'opposé de cette erreur, eh bien dans les 6 à 12 prochains mois, tu pourrais investir tes 10 000 premiers francs en bourse. Évidemment, ce n'est pas une promesse parce que forcément ta situation personnelle actuelle va forcément varier d'une personne à l'autre, mais je vais vraiment te donner d'un point de vue général quelles sont les erreurs ou les éléments qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir voilà, ces premiers 10 000 francs. Pourquoi ces premiers 10 000? Tout simplement parce qu'on fonctionne par palier en bourse. Tu vois, as d'abord les premiers 1 000 francs qui sont investis, les premiers 10 000, 100 000, puis ensuite évidemment du coup le premier million qui arrive en capital. Mais ça fonctionne un petit peu par palier. Évidemment qu'entre 10 000 et 100 000, il y a des paliers, entre 100 et 1 million, il y a d'autres paliers. Mais voilà, le premier 10 000 francs, c'est un petit peu en général un palier assez symbolique à atteindre. Et souvent, il y a des éléments qui freinent un petit peu l'ascension de ce premier palier. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais partir également du principe que de ton côté, c'est au clair qu'il faut avoir un fonds d'urgence avant de commencer à investir et que c'est au clair qu'il y a d'avoir un budget avant de commencer à investir. Dans les 5 erreurs que je vais te montrer, tu verras que certaines rejoignent un petit peu le budget, mais vont t'apporter une nuance vraiment précise par rapport à ce budget, de sorte à ce que vraiment d'ici la fin de la vidéo, tu puisses, si c'est le cas aujourd'hui, que tu as déjà un budget, eh bien l'optimiser, voire implémenter du coup ce que je vais te révéler. Donc j'ai juste l'ordinateur avec quelques notes et on va commencer du coup par le premier point, tout simplement. Aujourd'hui, la première erreur que j'ai pu auditer dans la carrière de conseiller financier plus l'accompagnement, j'ai audité plus d'une centaine de salariés et d'indépendants, mais vraiment dans le cadre de l'accompagnement, c'était plus d'une vingtaine. Mais quelque chose qui ressort souvent, cette erreur, c'est que tu ne connais pas aujourd'hui ton taux d'épargne. Qu'est-ce que c'est que ton taux d'épargne? C'est combien d'argent finalement tu investis ou tu épargnes, mais en termes de proportion et pas en termes de montant. Et c'est là que vient l'erreur. En fait, la plupart des gens réfléchissent en se disant j'épargne 100 francs par mois, 200 francs, 300, 500, enfin peu importe, ou j'ai investi 300 francs, 500 francs, et peu importe. Mais en réalité, ce montant-là, il n'est pas forcément important. Parce que tu peux avoir deux personnes qui vont avoir les mêmes montants épargnés, les mêmes montants investis, mais deux salaires complètement différents. Tu vois, une personne qui gagne 5 000 francs, l'autre 10 000, et puis ils investissent les 2 000 francs. En fait, la personne qui gagne 5 000 francs, en termes de proportion, donc de pourcentage, le montant qu'elle épargne, ça va être beaucoup plus élevé que celui qui a 10 000 francs de revenus et qui va investir que 1 000 francs, ou épargner que 1 000 francs, ça dans les deux sens. Mais c'est vraiment ce terme de proportion en pourcentage qui est important de comprendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tes revenus, ton salaire, ou peu importe les revenus que tu as, différentes sources, ou si tu as que le salaire, eh bien, tout ça, c'est ton potentiel un petit peu d'enrichissement. Et c'est exactement comme on voit, en fait, quand on analyse le bilan comptable, le compte de résultat d'une entreprise, tu vas regarder qu'est-ce qui a été mis à disposition de l'entreprise en termes de pourcentage. Et tu vois, quand on parle de rentabilité, de croissance, c'est constamment des pourcents, des proportions. On va jamais dire une entreprise elle a fait 3 milliards de bénéfices. Alors évidemment on le dit lors des ce qu'on appelle des conférences call chaque trimestre ou autre, mais c'est intéressant comme ça d'avoir l'info, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir ils ont augmenté de 8% leur chiffre d'affaires, ils ont augmenté de X%, etc. Et c'est exactement la même chose dans tes finances. Ton salaire aujourd'hui, tes revenus, c'est ton potentiel d'enrichissement, c'est combien tu as été mis entre les mains pour que tu puisses t'enrichir, épargner, etc. Et par rapport à ce potentiel, eh bien, combien tu as réellement utilisé pour t'enrichir ou épargner? Est-ce que c'est 10% de ton revenu, 15%, 20, 25, 30, etc. Peut-être que tu as déjà entendu parler aujourd'hui de la règle des 50, 30, 20. C'est une règle un petit peu connue dans l'éducation financière qui est... Alors, j'aime pas la prendre vraiment stricte, de manière très cadrée, parce que voilà, de nouveau, c'est général, un petit peu comme du coup les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Ça va pas pouvoir s'appliquer à ta situation personnelle, forcément, ça dépend aujourd'hui de où tu en es. Mais dans cette règle des 50-30-20, 50% de ton revenu devrait être alloué aux factures un petit peu mensuelles, loyer, etc., dépenses. 30% devrait être
alloué du coup à de la partie, future finalement, loisirs, vacances et 20 c'est de l'épargne et je crois que je suis en train de confondre. C'est 30 c'est pour les loisirs actuels, donc 50 c'est pour les dépenses obligatoires, hein, loyer, nourriture, assurance, impôts. 30 pour les dépenses, facultatives, abonnement Netflix, sorties au cinéma, restaurant, ce genre de choses, vacances et 20 c'est pour l'épargne future, investissement et cetera. C'est vraiment dans ce sens-là et aujourd'hui, si je peux te donner un petit peu un indice de référence, idéalement, il faudrait que ton taux d'épargne soit à 20 voire le dépasse. Mais de nouveau, c'est idéal, c'est de manière générale, mais vraiment aujourd'hui, si tu as déjà un budget en place et ce qui t'empêche d'actuellement, hein, franchir ce palier des premiers 10 000 francs en bourse, c'est très certainement ce manque de clarté finalement aussi, hein, par rapport à ton patrimoine, ton argent, parce que finalement dire voilà j'ai tant qui rentre, j'ai tant qui sort, mais tu connais pas la proportion entre deux, bah, tu ne sais pas à combien tu exploites finalement ton potentiel d'enrichissement. Et des fois juste le mettre, donc savoir quel pourcentage aujourd'hui tu utilises et ça, c'est la première chose qui est importante, mais surtout de le traquer dans le temps, parce que déterminer, et c'est que ça fonctionne exactement comme la même chose pour le budget, hein, si tu mets ton budget en place une fois, mais que tu ne le suis jamais, que tu ne fais pas d'optimisation, que tu ne regardes pas si ça augmente, si ça baisse, si ça stagne, si tu respectes le budget, si tu respectes ton taux d'épargne, bien, et en fait, fondamentalement, ça va être inutile. Ce qui est vraiment important, ce que tu dois mettre en place, c'est déjà quel est le pourcentage aujourd'hui en termes de taux d'épargne qui est consacré à de l'épargne ou de l'investissement et surtout traquer ce pourcentage dans le temps, voir s'il stagne sur les 3 prochains mois, 6 prochains mois, etc., s'il augmente, hein. Parce que des fois, tu sais, le fait d'avoir un tableau de bord et puis de visualiser en fait un petit peu ton indice de référence, donc ton taux d'épargne de référence par rapport à celui du mois actuel, du mois prochain, etc., eh bien, le fait de voir que tu dépasses un petit peu, ça crée une sorte de synergie où tu te dis, OK, le mois prochain, je vais encore augmenter mon taux d'épargne et ça peut justement, bah, d'ici les 6, 12, 24 prochains mois, peu importe, t'inciter ou créer vraiment cette synergie où tu épargnes plus, investis plus et tu franchis justement ces premiers paliers. Donc la première erreur, est-ce que je vois reste constamment, hein, c'est vraiment ce côté où, et finalement c'est un peu un biais psychologique, et je ferai une vidéo vraiment dédiée au biais psychologique parce qu'il y a vraiment de quoi faire, il y a de la matière, mais ce côté vraiment réfléchir en termes de montant, ça vient vraiment d'un biais où on se dit, vu qu'on parle d'argent, ce qui est important c'est 100 francs, 1000 francs, 10 000 francs, peu importe, mais en réalité, et si tu regardes un petit peu plus en détail, ça va vraiment être le pourcentage par rapport à ton patrimoine, par rapport à ton revenu, combien tu investis. Vraiment en termes de pourcentage. Donc la première clé, c'est vraiment de réfléchir en termes de taux d'épargne ou taux d'investissement, hein, ça fonctionne exactement comme chose. La même chose, depuis tout à l'heure, je te parle d'épargne, d'investissement, parce que je pars du principe que tu vas continuer à épargner pour des vacances, projets personnels, en plus de ce que tu vas allouer du coup à tes investissements. Mais que ce soit pour l'épargne ou l'investissement, finalement, c'est la même chose. Si tu commences à surveiller ton taux d'épargne actuel et surtout le traquer dans le temps pour l'améliorer, l'optimiser, etc., eh bien, très certainement, dans les 6, 12, 24 prochains mois, tu vas avoir ce premier palier d'épargne ou d'investissement de 10 000 francs qui va être franchi. Deuxième erreur que je vois constamment, et ça je le vois vraiment, et dans tous les profils, hein. J'ai vraiment accompagné que ce soit des indépendants, que ce soit des salariés jeunes, plus âgés jusqu'à la soixantaine, enfin peu importe, ou des étudiants, hein, qui sont encore avec un petit job le week-end. Enfin, il y a vraiment des profils très variés. Le seul point commun, c'est qu'ils sont tous du coup en Suisse. Mais un point là que je vois à chaque fois, c'est que tu n'as pas une vision claire de ton épargne et que tu as juste un pot commun. Et en fait, ça, c'est vraiment dangereux parce que du coup, tu vas puiser continuellement dans ce pot commun à chaque dépense et tu vas pas traquer chaque argent, enfin, chaque franc plutôt, à quelle dépense est-ce qu'il sera alloué, quel est l'objectif de ce franc que tu auras épargné. Ce que j'entends par là, c'est que la plupart des gens, et j'ai fait l'erreur, vraiment, les 5 erreurs que je te dis, c'est les 5 que j'avais fait, hein, donc voilà, on commence tous quelque part, c'est que tu as un compte bancaire quelque part, Raiffeisen, UBS, Néon, You, enfin peu importe, tu as un seul compte bancaire et tu mets tout l'argent là-dessus, que ce soit pour les impôts, les assurances, l'épargne, que ce soit pour le futur argent que tu vas investir, que ce soit pour les vacances, je crois que je me suis répété, mais enfin, peu importe, tout l'argent que tu mets sur un seul pot commun, donc finalement un seul compte bancaire, et tu n'as pas la clarté sur ton patrimoine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important de faire, c'est déterminer ta clarté sur ton patrimoine sur deux éléments. Le premier, ça va être sur tes comptes bancaires. Tu es obligé aujourd'hui de voir sur le compte, je te prends un exemple, hein, sur le compte Raiffeisen, c'est mon compte loisir. Donc je sais que l'argent qui est là, c'est pour restaurant, cinéma, week-end, etc. Et j'ai un autre compte à l'UBS, et ça que je sais que c'est pour impôts, assurance, c'est ce qu'on appelle les prévisions annuelles. Tu vois qu'il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui t'en parlent, mais c'est vraiment cet argent de, ok, je sais que je vais pas le payer à la fin du mois, mais entre le 1er janvier et le 31 décembre, je vais devoir
payer finalement ces factures, impôts, assurances, et je vais tout stocker sur ce compte. De sorte à ce que visuellement, quand tu te connectes sur tes différents comptes bancaires, eh bien, tu as une clarté. Tu sais que ça, c'est loisirs, ça, c'est prévision annuelle, ça, c'est destiné aux investissements. Que tu te connectes sur Interactive Broker, tu vois évidemment que du coup, c'est du coup pour tes investissements, c'est le seul compte qui va te permettre d'investir. Mais le fait d'avoir cette clarté déjà sur un premier niveau sur tes comptes bancaires, tu vas être beaucoup plus serein et déjà ouais, c'est la certitude que tu vas avoir et surtout cette clarté de dire ok, par rapport aux dépenses que j'ai, je vais pouvoir mieux planifier mon année, donc mieux planifier l'argent alloué aux investissements. Et deuxième niveau, et c'est là que je voulais aussi t'amener, c'est ce côté, l'outil que tu gères, que tu utilises aujourd'hui pour gérer ton budget, tu dois avoir sur cet outil, donc c'est le tableau de bord, hein, que ce soit un Google Sheet, un fichier Excel ou il y a d'autres applications sur téléphone, ordinateur ou peu importe qui te permettent de gérer ton budget. Finalement, tu dois avoir aussi cette clarté sur ton outil, de savoir, ok, ce montant-là, c'est le même principe hein, que pour les comptes bancaires, mais c'est déterminé au loisir, celui-ci c'est pour les prévisions annuelles, celui-ci c'est pour les investissements, celui-ci ça va être pour mes vacances au mois d'août pour l'année prochaine, enfin peu importe, mais c'est vraiment cette deuxième erreur, c'est ce manque de clarté sur ton patrimoine. Tu as tendance à avoir tout sur un seul compte, tu as plusieurs dizaines de milliers de francs là-bas, et tu sais que si la voiture tombe en panne, eh bien tu vas puiser là-dessus. Si tu reçois tes impôts à la fin de l'année, tu vas puiser là-dessus. Ton 13e salaire, tu vas alimenter ce compte. Et en fait, le fait de tout répertorier sur un, tu as une sorte d'opacité par rapport à tes comptes bancaires, tes finances, ce qui fait que finalement, sur le court moyen terme, bah, c'est très compliqué de savoir quel argent sera destiné aux investissements, à de l'épargne, à du fonds d'urgence, à des vacances ou peu importe. Et ça va jouer dans le sens où ça va te restreindre dans les montants que tu vas pouvoir investir. Et aujourd'hui, vraiment, et tu verras que c'est déjà d'avoir cette clarté d'un point de vue presque, je pourrais dire psychologique, mais ça va te permettre de dire, ah ouais, ok, ça c'est mon fonds d'urgence, ça c'est l'épargne, ça c'est les loisirs, etc. Et je vois pertinemment que, en fait, j'ai 2000 francs qui traînent, bah, je pourrais typiquement les rajouter dans le compte investissement. Ou les mettre, ce qu'on appelle souvent, enfin, ce que je fais toujours hein, lors des premières audits de finances, quand les élèves rejoignent l'accompagnement, on fait du coup un point de vue un petit peu d'ensemble. Et certaines fois, ça arrive que la personne ait trop d'argent. Alors, dit comme ça paraît bizarre, et trop d'argent, c'est toujours bon signe, hein, évidemment, on prévoit avoir trop que pas assez. Mais j'ai donné un petit tip, ce que tu vas pouvoir mettre en place si tu fais cet exercice vraiment à la fin de la vidéo, c'est que si aujourd'hui tu as déterminé le montant que tu as besoin dans ton fonds d'urgence, entre 3 à 6 mois de salaire, je t'inviterai à regarder d'autres vidéos de la chaîne, hein, j'en parle évidemment, que tu as l'argent pour les prévisions annuelles, les impôts, les vacances, ce genre de choses, et qu'il te reste encore du cash, tu peux mettre en place ce qu'on appelle un fonds d'opportunité. C'est-à-dire que, imaginons, si je reprends mon exemple d'avant, que tu as 2000 francs en plus et que tu ne sais pas quoi faire avec, et que tu dis, bah, tiens, je vais pouvoir les investir, eh bien, au lieu de les investir en une seule fois, ce qui s'appelle du lump sum investing, donc en gros, si je fais une petite parenthèse, quand tu investis en plusieurs fois, donc tu prends ton salaire, tous les mois tu investis 100 francs, on va faire ce qu'on appelle du DCA, du dollar cost average, c'est-à-dire que tu investis à intervalles réguliers. Tous les 25 du mois, tu reçois ton salaire, donc tous les 25 du mois, tu investis. Ça s'appelle du DCA. Tu investis une grosse somme en petite somme. C'est un petit peu ça. Maintenant, le lump sum investing, c'est exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'on prend cette grosse somme, on l'investit en une fois. Maintenant, émotionnellement, c'est assez impactant quand on n'a jamais investi en bourse, ou du moins qu'on n'est pas habitué à investir des grosses sommes, d'investir en une seule fois, parce que voilà, émotionnellement, ça nous coûte aussi un petit peu. Si on regarde, et je ne vais peut-être pas t'en parler là, parce que voilà, ça durerait encore des heures et des heures, mais on a des études qui nous montrent que le lump sum investing par rapport au DCA, c'est bien plus rentable sur le long terme, parce que la totalité de ton argent est investie en bourse. Même si tu prends les pires jours d'un marché boursier, eh bien, tu as avantage à tout investir d'une fois. Donc, d'un point de vue uniquement rentabilité ou pragmatisme, eh bien, ça serait rentable d'investir en une seule fois cette somme. Mais un autre élément, et je peux en parler dans cette vidéo, mais on pourra de nouveau en parler pendant des heures, c'est le côté émotionnel. Ça, c'est quelque chose qui est constamment sous-estimé par les investisseurs. C'est combien ça me coûte émotionnellement d'avoir cet argent investi, de voir ces courbes qui montent, qui baissent, etc. Comment est-ce que je réagirais? Et ce côté émotionnel dans l'investissement en une seule fois, il est challengeant, il est vraiment challengeant. Et ce que je te pourrais te recommander, si à la fin de cette vidéo tu fais un petit peu d'exercice de mettre de la clarté sur ton patrimoine et que tu te rends compte que tu as un petit peu une somme en plus à potentiellement investir, c'est de garder ce qu'on appelle du coup, comme je t'ai dit avant, un fonds d'opportunité. Donc tu vas garder ce montant en cash, mais de nouveau tu auras une clarté et tu sais que ça, c'est pas du tout pour les impôts, c'est pas pour les vacances, c'est pas pour autre chose, c'est vraiment pour investir. Et tu sais que ce montant, tu vas le découper en 3 mois, 6 mois, 12 mois, enfin peu importe la période sur laquelle tu as envie d'investir cet argent, tu vas prendre ces 2000 francs, tu les divises par le nombre de mois que tu as envie d'investir, et tous les mois, tu rajoutes un petit peu plus. Ce qui fait que du coup, dans 6, 12, 24 mois, ou peu importe, à nouveau, je reste un petit peu général, ça dépend de ta situation personnelle, mais tu vas pouvoir franchir ce premier palier des 10 000 francs investis en bourse. Ça, c'était vraiment la deuxième erreur, ce manque de clarté sur le côté investissement.
Troisième erreur que je vois régulièrement et qui est aussi mal comprise, et là je vais peut-être te rediriger vers une autre vidéo, ça va t'apporter beaucoup plus de clarté parce que je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est que tu n'investis pas l'argent de ton troisième pilier. Aujourd'hui, il y a vraiment, vraiment un manque d'informations sur qu'est-ce que concrètement est le troisième pilier en Suisse, qu'est-ce que concrètement est un troisième pilier en banque, en assurance, les avantages, inconvénients. Ce côté troisième pilier, il est vraiment démocratisé. Et je le vois constamment sur mon feed Instagram, j'ai uniquement des publicités pour des courtiers qui proposent des super troisième piliers. Et je trouve ça génial que le troisième pilier soit vraiment démocratisé, que la plupart des gens, des jeunes aux plus âgés ou peu importe, connaissent ce troisième pilier et surtout ont déjà ouvert un troisième pilier. Ils ne l'ont pas maximisé, ils ne l'ont pas optimisé, mais il y a déjà des premiers pas qui ont été faits et moi je trouve ça franchement génial. Mais il manque un niveau d'information sur concrètement qu'est-ce qu'on peut en faire de ce troisième pilier. Parce qu'ouvrir un compte troisième pilier pour déduire des impôts, c'est génial, c'est intéressant à la fin de l'année, mais si c'est pour anticiper concrètement sa retraite, il faut l'optimiser, il faut le travailler un petit peu, enfin, il faut faire travailler cet argent dans le troisième pilier. Avoir juste de l'épargne ou juste des fonds de placement, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc c'est pour ça que je te disais, je vais te rediriger peut-être vers une autre vidéo, dans le sens où j'ai déjà fait une vidéo qui t'explique vraiment la différence entre bancaire, assurance, avec les avantages et inconvénients. Je ne vais pas vraiment le développer ici, mais si c'est pas très clair pour toi aujourd'hui, je t'invite à aller faire un tour sur la chaîne. Et par rapport à ce troisième pilier, dans les finances que j'ai auditées, souvent ce que je vois, c'est deux choses. Première chose, l'argent n'est pas investi. C'est-à-dire que peu importe que ce soit sur une banque ou une assurance, l'argent est juste déposé sur un compte. Donc en soi, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu vas pouvoir déduire des impôts à la fin de l'année, mais par rapport au montant, montant déposé sur le compte, bah, finalement, cet argent, il va se déprécier face à l'inflation sur les années. C'est exactement comme garder, tu as 10 000 francs, admettons, vu que c'est un petit peu le sujet de la vidéo, tu as 10 000 francs sur ton compte troisième pilier qui n'est pas investi, ben ces 10 000 francs-là, c'est exactement l'équivalent que si tu avais laissé sur un compte bancaire et qui se dépréciait face à l'inflation. Donc, première erreur que je vois assez régulièrement avec ces troisième piliers, c'est de ne pas avoir des montants qui sont investis en bourse. Et deuxième erreur, c'est de voir des montants qui sont investis en bourse, mais pas correctement, qui sont vraiment pas du tout optimisés. Il y a une grosse part de garantie. Donc si on se concentre un petit peu sur le troisième pilier en assurance, on va avoir ce qu'on appelle une garantie, c'est-à-dire que l'argent est déposé sur un compte, hein, c'est de l'épargne, mais il est garanti par ton assurance. C'est-à-dire que si tu as malheureusement un décès, une invalidité, ou que tu ne peux plus alimenter ce compte, eh bien à la fin du contrat, cet argent est au moins garanti. C'est ce qu'on appelle du coup de l'épargne finalement. C'est vraiment la partie garantie. Mais et là, à mon sens, ça va. Alors, c'est vraiment une réflexion personnelle, mais sur le long terme, si tu as vraiment un horizon de temps qui est long terme devant toi, et ce sera la même chose sur finalement, est-ce que j'épargne de l'argent ou est-ce que j'investis en bourse? Là, c'est la même réflexion sur le côté troisième pilier. Est-ce que je garantis mon argent ou est-ce que je l'investis? À mon avis, tu as vraiment avantage. De nouveau, ça dépend aussi de la situation personnelle derrière voilà, derrière l'écran. Mais si tu as un long horizon de temps, une capacité un petit peu à prendre des risques, d'investir finalement en bourse cet argent et de ne pas le laisser dormir finalement sur ton compte bancaire ou assurance. Et l'autre élément que je te disais où c'est mal investi, c'est que souvent dans ces troisième pilier bancaire, assurance, ce que je vois, et j'ai commencé par là, hein, j'ai vraiment fait la même erreur, j'avais signé des fonds avec des frais, franchement t'as peur, mais d'avoir des fonds qui sont investis, qui sont mal investis. Dans le sens mal investi, aujourd'hui, pour moi, si tu es jeune, que tu as plus de 10, 15, 20 ans devant toi, ça vaut la peine d'avoir un fonds qui est déjà premièrement la majeure partie concentrée sur des actions. Avoir aujourd'hui un portefeuille avec 20% d'actions, 50% d'obligations, 30% d'or ou peu importe, c'est pas forcément optimisé. Ça va évidemment limiter le risque, donc c'est moins volatile, donc c'est peut-être un petit peu émotionnellement moins challengeant. Pour le banquier ou le courtier, c'est peut-être aussi plus facile à vendre. Voilà, ça c'est un peu une phrase d'expérience pour avoir bossé un peu dans le métier. Mais pour toi, pour tes finances, pour ta rentabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça dépend à nouveau, hein, l'horizon de temps et plein de paramètres qui sont personnels, mais si vraiment tu as un gros horizon de temps, que tu es conscient de ce que c'est là que la bourse et sur le long terme, que voilà, tu ne prends littéralement aucun risque hein, avec des études à l'appui, eh bien, à mon sens, tu peux aller vers du 90, 95%, 100% investi en bourse. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la composition de ce qu'on appelle les actifs au sein de ton portefeuille. Et deuxième élément, ça va être les frais. Aujourd'hui, et de nouveau dans une deuxième vidéo, enfin une vidéo sur YouTube qui s'appelle les 5 erreurs que j'ai commises, j'avais expliqué quelle est la différence entre des fonds actifs et des fonds passifs. Je vais très rapidement énumérer, mais la différence principale, ça va être les frais que tu vas payer. Les fonds actifs, tu vas payer des frais qui sont excessivement élevés pour délivrer une performance qui en plus n'est pas là. Et de nouveau, étude à l'appui, hein, je t'inviterai à aller voir l'étude SPIVA, Standard & Poor's, c'est indice versus active. Et le deuxième fonds, donc les fonds passifs, eh bien en fait, tu vas avoir des frais qui sont très faibles et ils vont simplement suivre la performance des marchés. Et souvent, et si ce n'est pas toujours, je vois des fonds en troisième pilier qui sont investis dans des fonds actifs.
soit le troisième pilier n'est pas investi, soit il est investi avec une répartition d'actifs qui n'est pas avantageuse pour la personne, et en plus de ça, il y a des frais qui sont vraiment élevés. Et en fait, sur le long terme, ça va vraiment te péjorer. Et quand je te parlais tout à l'heure des 10 000 premiers francs investis en bourse, eh bien, ça va aussi dans le sens où si aujourd'hui tu n'optimises pas tes frais, et je t'invite à faire un calcul de coût d'opportunité, et nouveau dans la vidéo dont je te parlais sur les 5 erreurs, je fais ce calcul de coût d'opportunité pour toi, et je te le montre en live, tu verras que sur les années, ne pas optimiser ses frais, c'est littéralement des dizaines de milliers de francs qui sortent de ta poche. Et ce qui est traître avec ces frais, et qui est un petit peu vicieux, c'est que tu ne les vois pas. Quand tu investis en bourse dans une mauvaise action, dans un mauvais ETF ou peu importe, tu vois la courbe en rouge qui te descend. Donc tu vois consciemment que tu perds de l'argent. Par contre, les frais, ça c'est vicieux, tu ne vois pas en fait les frais, et pourtant, tous les ans, c'est bien de l'argent qui sort de ta poche. Donc ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, du coup, c'est finalement avec les plus-values que tu aurais générées en optimisant ce troisième pilier, eh bien, tu arrives, alors pas rapidement, mais tu arrives dans les 3, 6, 12, 24 prochains mois à ce fameux premier palier des 10 000 francs, du coup, investis en bourse. Donc, troisième erreur, c'est vraiment ce côté de ne pas investir l'argent des troisième piliers ou de ne pas l'optimiser si pour toi il est déjà investi. Quatrième erreur, et ça je le vois de nouveau constamment, c'est plus, alors de nouveau c'est des généralités que je fais, mais c'est plus particulièrement chez les jeunes, on va dire, les 20-25 ans, j'ai un petit peu plus ce type de profil avec ce type d'erreur, c'est que tu n'as pas une vision claire de tes investissements. Aujourd'hui, tu as découvert le monde des investissements, que ce soit la bourse, que ce soit la crypto-monnaie, le private equity, l'immobilier, le crowdfunding, enfin il y a 1000 choses si tu veux investir ton argent, même une collection de montres, une collection d'œuvres d'art, enfin il y a vraiment 1000 choses dans lesquelles tu peux investir quand tu souhaites du coup faire travailler ton argent. Et une des erreurs, c'est que tu n'as pas une vision claire aujourd'hui dans quoi tu investis, dans quoi tu mets ton focus. Ça rejoint assez fortement la deuxième erreur, que tu n'as pas une vision claire de ton épargne. C'est exactement le même principe, mais sur la dimension de tes investissements. Aujourd'hui, j'audite beaucoup trop de finances, et de nouveau c'est une généralité, mais je dis plus ça pour les jeunes parce qu'il y a ce côté un petit peu excitation d'aller vers tous les canaux d'investissement possibles. Je fais un peu de bourse, je fais un petit peu de trading, j'ai un petit peu de trucs pour la crypto, j'ai un petit peu en crowdfunding, en immobilier, enfin peu importe. Et finalement, tu vas pas concentrer ton temps, ton argent et ton énergie sur une seule solution, ce qui fait qu'à moyen long terme, tu vas limiter la performance. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose dans lequel je suis intimement convaincu, c'est que si tu cherches à faire tout en même temps, tu seras moyen partout. Par contre, si tu recherches à faire une seule chose précise, affinée, tu seras excellent là-dedans et tu auras des résultats excellents. Cette philosophie, un petit peu, si on peut dire ça comme ça provient du livre The One Thing. Voilà, en termes d'entrepreneuriat, développer des projets, etc. C'est un super livre, je te le recommande. Mais même en termes d'investissement. Vraiment, aujourd'hui, et je le vois en discutant avec d'autres investisseurs, des fois plus expérimentés, plus avancés ou autres, il y a vraiment ce côté où tu vas devoir, dans un premier temps, te concentrer sur uniquement un seul actif. Et vraiment mettre tout ton focus là-dessus. Et par la suite, diversifier. Et tu vois, il y avait vraiment une phrase de Warren Buffett qui disait, alors il faut juste que je me la rappelle, mais en gros, il vaut mieux, attends, ouais, bon, super, j'aurais peut-être dû la relire avant de tourner la vidéo, mais en gros, pour préserver ton patrimoine, c'est important de diversifier, mais pour construire ton patrimoine, là, il faut capitaliser. Et c'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est que dans ta carrière d'investisseur, dans ta course un petit peu à la richesse, alors marathon plutôt, le terme sera plus adapté, marathon à la richesse, à développer un gros patrimoine, tu dois scinder deux phases. Tu as la première phase où tu vas construire ce patrimoine, c'est-à-dire tu pars de zéro et tu veux arriver à 100 000, 500 000, 1 million, peu importe. Et tu as la deuxième phase, c'est que tu es déjà à 100 000, 500 000, 1 million et que tu veux juste construire et de nouveau stabiliser un petit peu, diversifier et continuer de croître. Il faut vraiment différencier ces deux phases. Quand je te prends 100 000, 500, 1 million, etc., de nouveau ce palier qui va te faire passer de la phase de construction à la phase de diversification, eh bien ça va être forcément propre à chaque personne. Évidemment, 100 000 pour certains ce sera énorme, 500 000 pas beaucoup, 1 million pas beaucoup, donc c'est forcément très propre à chaque personne. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si tu te situes aujourd'hui dans la première phase de construction de richesse, donc de capitalisation finalement, il va falloir te concentrer que sur un seul actif. Et il y a une phrase que j'entends constamment qui est très mal comprise, c'est qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et à mon sens, cette phrase est totalement fausse, et je t'expliquer pourquoi. Il faut mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, de nouveau, hein, cette expression-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, je la reprends de... J'ai plus le nom de l'investisseur, je sais pas si... J'ai plus le nom de l'investisseur, je vais pas te le dire parce que sinon je vais me tromper. Mais c'est qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier, et ensuite prendre extrêmement soin de son panier.
Qu'est-ce que ça signifie? C'est que de nouveau, si on est dans cette phase de capitalisation, donc de construction de patrimoine, tu vas devoir prendre un seul actif dans lequel tu vas mettre tout ton temps et ton énergie pour le comprendre, le maîtriser et ensuite déployer tout ton argent pour du coup voilà, faire actionner la machine. Que cet actif, ce soit la bourse, l'immobilier, la crypto-monnaie, l'entrepreneuriat, les œuvres d'art, peu importe, tu vas sélectionner un actif et tu vas vraiment mettre tous tes œufs dans cet actif-là. Et ensuite, et c'est là que la nuance est importante, c'est au sein de cet actif, tu vas commencer à diversifier. Exemple, si tu choisis d'investir dans la bourse, tu mets tout ton argent en bourse, mais ensuite, parce qu'évidemment, ce serait bête de perdre de l'argent si tu as tout sur une seule action, eh bien, tu vas diversifier au sein de cet actif. Ce qui signifie que tu vas avoir des ETF, tu vas avoir des actions qui sont réparties par industrie, des actions qui sont réparties par small cap, par large cap, ce genre de choses, des actions à dividendes. Tu peux même avoir ce qu'on appelle l'obligation, de l'or, qui reste un petit peu finalement de la bourse, hein. Mais c'est en fait au sein de l'actif, tu vas diversifier. Deuxième exemple, tu choisis l'immobilier parce que voilà, c'est ta zone de génie. Voilà, c'est acheter, revendre des biens immobiliers, c'est vraiment ton truc. Donc tu vas mettre tout ton focus dans l'immobilier. Tu vas pas te diversifier avec de la bourse, de la crypto ou autre. Et au sein de l'immobilier, là, tu vas diversifier. Des 2 pièces et demie, des 3 pièces et demie, de la location courte durée avec du Airbnb, la location longue durée, etc. La même chose pour la crypto. Aujourd'hui, ta zone de compétence, c'est la crypto-monnaie. Eh bien, tu vas éviter bourse et immobilier. Tu vas mettre tout ton focus sur la crypto-monnaie. Et au sein de la crypto, tu vas diversifier des bitcoins, des altcoins, peut-être de l'achat-revente. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se fonctionne dans le crypto, mais je pense que tu comprends un petit peu l'idée. C'est vraiment cette quatrième erreur, c'est le fait de vouloir tout faire en même temps. Et en fait, tu auras des résultats moyens absolument partout. Et ces résultats moyens font faire que tu as peut-être 800 francs investis là, 1200 là, 3000 là. Et en fait, si juste tu prends tout cet argent, tu le réunis dans un seul actif, là en l'occurrence la bourse, et bien très certainement dans les 6, 12, 24 prochains mois, tu as ce premier palier des 10 000 francs qui est atteint. Parce que tu mets vraiment tout ton focus en termes déjà d'énergie et de temps pour comprendre la bourse, développer tes compétences. Plus tu développes des compétences, plus tu vas être en mesure d'aller chercher des actions beaucoup plus rentables, hein, qui vont te faire générer des plus-values beaucoup plus tôt. Et surtout, tu mets tout ton argent dans la même chose. Et du moment que tu passes dans la deuxième phase, donc de capitalisation à diversification, et bien là, pour éviter que s'il y a voilà, Donald Trump qui fait chuter les marchés pendant 6 ans ou peu importe, et bien là, tu vas rajouter un petit peu d'immobilier, un petit peu de crypto-monnaie, des tableaux, des œuvres d'art, ce genre de choses. Mais il faut vraiment scinder cette partie de marathon à la construction de patrimoine en deux choses, la partie construction, la partie diversification. Et aujourd'hui, c'était dans cette première phase, vraiment mets tous tes œufs dans le même panier et protège ce panier. Je vais retrouver le nom de l'investisseur, je ne l'ai plus là, mais c'est vraiment ce côté, mets tout ton focus sur un seul actif et au sein de cet actif, diversifie pour quand même voilà, investir de manière intelligente. Et cinquième et dernière erreur que je vois constamment, et ici c'est plus une erreur que tu vas même pouvoir appliquer sur des projets personnels à côté, tu verras que c'est ce qu'on appelle un framework. Un framework, ça veut dire que c'est un cadre dans lequel tu peux simplement le prendre et l'appliquer sur différents domaines de vie. Aujourd'hui, c'est ce que je fais alors, voilà, depuis plus de 4 ans avec les investissements, mais aussi dans le cadre entrepreneurial. C'est vraiment la méthode WSO. Je vais te la détailler. C'est ce qu'on met en place chez chaque élève qui rejoint l'accompagnement. C'est de se baser sur un côté émotionnel et un côté pragmatique. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, ce palier des 10 000 francs investis en bourse, ça doit figurer dans tes objectifs. Ça doit être ton objectif d'ici peut-être les 6 prochains mois, à la fin de l'année, les 24 prochains mois, peu importe, d'avoir ce premier palier investi. Et pour avoir cet objectif qui se concrétise et qui arrive réellement, eh bien, tu dois mettre en place cette méthode. Alors, méthode que j'ai pris un petit peu voilà, de différents livres, différentes un petit peu expériences, etc. Et j'ai un peu modulé tout ça, ce qui nous donne du coup cette méthode qui se base sur l'émotionnel et sur le côté pragmatique. Pourquoi? Tu vas devoir d'abord déterminer du coup ce qu'on appelle le why, donc c'est le côté émotionnellement pourquoi tu as envie de franchir ce palier. Et tu verras que quand tu auras toute la méthode, tu vas comprendre vraiment pourquoi c'est un framework et pourquoi tu peux l'appliquer à d'autres domaines de vie, hein. Si imaginons tu veux, voilà, je suis en train de m'entraîner pour un marathon en ce moment, bah, si tu veux t'entraîner pour un marathon, tu peux prendre exactement la même méthode, le même framework et l'implémenter pour le sport, pour la santé, pour développer un projet. Là, on va simplement parler d'investissement, mais c'est exactement la même chose pour le reste. Première étape, c'est déterminer pourquoi c'est important. C'est du coup, donc le W c'est why, hein, c'est pourquoi en anglais, simplement pourquoi aujourd'hui c'est important pour toi de franchir ce premier palier des 10 000 francs investis en bourse. Pourquoi c'est important de faire ce pourquoi? La formulation n'est pas forcément très bonne, mais c'est de se dire que finalement, si tu vas avoir des situations un petit peu challengeantes, des mois où ce sera peut-être un petit peu plus compliqué financièrement de mettre de côté, d'épargner, où tu auras des tentations de partir en vacances, j'invente, mais changer de véhicule, des choses comme ça. Et finalement, si tu n'as pas un pourquoi fort, dans ces moments de challenge, ça va être
plus difficile de ne pas, comment dire ça, céder à la tentation et finalement d'éloigner un petit peu ton objectif de toi. Donc vraiment déterminer ce pourquoi, ça va être émotionnellement OK. Juste avant de faire les calculs, avant de regarder mon taux d'épargne, de faire de la clarté sur mon patrimoine, mes investissements, mes troisièmes piliers, et cetera, c'est vraiment de regarder, OK, pourquoi en fait j'ai juste envie d'investir en bourse? Pourquoi j'ai envie d'avoir ces 10 000 francs? Pourquoi c'est important pour moi de franchir ce palier? C'est pour me prouver à moi-même, c'est pour mettre en place la machine, c'est pour un jour pouvoir réduire mon taux à 80%, passer plus de temps avec mes enfants. Ça, c'est ultra important d'avoir vraiment ce pourquoi fort, émotionnel de pourquoi tu vas investir en bourse. Et tu verras que dans ta carrière d'investisseur, et je le mets des fois sur des schémas, mais la première partie, elle est vraiment technique, dans le sens où c'est vraiment des compétences techniques que tu dois assimiler. C'est quoi un dividende, comment on déclare en bourse, par quel courtier on investit, comment on diversifie intelligemment des ETF, comment on évite les frais, on est vigilant au domicile du fonds, ce genre de choses. Et par la suite, donc ça c'est un peu les premiers mois, la première année, voilà, on part de zéro, il faut assimiler aussi la technique. Et ensuite le reste c'est que l'émotionnel. C'est à quel point je suis OK avec ma stratégie, mon plan, à quel point le pourquoi est assez fort et je vais pouvoir encaisser un petit peu des baisses de marché, des plus-values, pas être tenté de revendre pour prendre cet argent, puis de partir en vacances ou des choses comme ça. Et là, il faut vraiment déterminer ce pourquoi. Deuxième élément de la méthode WSO, c'est le côté de l'objectif SMART. Peut-être que tu as déjà entendu cette méthode. Hein, de nouveau, j'ai rien inventé, j'ai juste pris plusieurs éléments, je les ai mis ensemble de sorte à ce que ce soit logique, cohérent et que ça t'apporte des résultats concrets. Mais cet objectif SMART, qu'est-ce que c'est? C'est donc sur le moyen long terme d'avoir un objectif qui est spécifique, mesurable, réaliste, atteignable et temporel. Alors j'ai interverti deux lettres, mais tu comprends le principe. C'est vraiment sur le moyen long terme, donc pour les 10 000 francs investis en bourse, d'ici les 6 mois, 12 mois, peu importe, que tu saches que, ok, d'ici, voilà, 6 mois, 12 mois, je sais que je veux investir plus que 8 272 francs. Parce que c'est ce qui me manquerait pour atteindre ce premier palier. Ou au contraire, je commence de zéro, il me faut avoir investi ces 10 000 francs. Et c'est vraiment avoir cet objectif où tu sais que de manière pragmatique et vraiment rationnelle, et là on sort du cadre émotionnel. Pourquoi? Parce que du coup on parle d'argent, c'est quand même finalement des finances, hein. 1 plus 1 ça fait quand même finalement 2, on est dans un monde assez tangible. Donc c'est bien joli de dire ok pourquoi je veux investir, mais au bout d'un moment il faut aussi regarder la réalité en face et dire ok il me faut un plan maintenant. Donc vraiment ce côté émotionnel avec le why, maintenant le côté pragmatique avec l'objectif moyen-long terme. Donc vraiment se dire, ok, dans 6 mois, 12 mois, 24 mois, où j'en suis, pour quelles raisons, donc on l'a déjà vu au préalable, mais comment est-ce que je vais me permettre d'atteindre cet objectif. Et c'est vraiment s'assurer finalement que l'objectif que tu te fixes, eh bien, il soit atteignable et que tu te garantisses finalement que tu es en train de viser quelque chose de réaliste dans ta situation. Et pas que tu sois en train de viser la lune et finalement dans 6 mois, 12 mois, il y a une désillusion de se dire, ah bah mince, en fait, de toute façon, ça n'aurait pas été possible pour x, y raison et je ne les ai pas anticipés. Et ça fait que repousser finalement un peu l'objectif. Et troisième partie, parce que certainement que cet objectif SMART, tu as peut-être déjà entendu parler, mais aujourd'hui, même de manière générale, hein, la plupart des gens ont des objectifs. Peut-être faux, hein, la plupart des gens n'ont pas forcément d'objectifs, mais la plupart des gens qui ont des objectifs ne les atteignent pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les actions qu'ils doivent mettre en place pour atteindre l'objectif. Non seulement ils ne connaissent pas les actions à mettre en place, et surtout ils ne les ont pas planifiées. C'est pour ça que la troisième partie de ce plan WSO, c'est ce qu'on appelle les OKR. C'est objectifs qui résultent. Donc en gros, de nouveau, j'ai rien inventé, j'ai pris plusieurs méthodes, mais c'est de se dire, ok, je sais que dans 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, peu importe, voilà l'épargne que je souhaite avoir, voilà combien je dois investir, etc. Maintenant, quelles sont les actions que je dois mettre en place cette semaine, la semaine prochaine, à la fin du mois, pour être sûr que je me rapproche de l'objectif à moyen long terme. Pour être un exemple, peut-être qu'à la fin de cette vidéo, un des premiers OKR, des actions à mettre en place, ce serait de mettre de la clarté dans ton patrimoine et déterminer ton taux d'épargne. Et qu'un deuxième OKR, ce serait d'augmenter ce taux d'épargne de 5%, typiquement. En fait, c'est vraiment important de comprendre cette mécanique de pourquoi c'est important pour toi d'investir, d'avoir ce premier palier, voire même, hein, on a parlé, mais ça peut être différents projets, hein, pourquoi c'est important pour toi de courir un marathon. Ensuite, l'objectif SMART, moi je sais que ce sera le 29 octobre à Lausanne, ça dure 42 km, etc. Et ensuite les OKR, du coup j'ai dû acheter du matériel, tout simplement des chaussures, voilà, une gourde et puis un petit gilet. Et j'ai dû aussi planifier mes entraînements, donc prendre un programme sur 18 semaines, et vraiment toutes les semaines je sais combien je vais courir, etc. Et là c'est exactement la même chose pour tes finances. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir ce premier palier de 10 000 francs atteint? Vraiment déterminer à moyen long terme, est-ce que c'est possible dans ton cas et comment, dans quelle temporalité, de manière quantifiable, vraiment combien tu vas devoir investir, qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place, et vraiment ces OKR de quelles sont les actions concrètes que tu dois mettre en place pour être sûr que d'ici 6 mois, 12 mois, 24 mois, l'objectif soit atteint. Et si tu respectes ça, c'est littéralement impossible que tu n'investisses pas et que tu ne franchisses pas ce premier palier des 10 000 francs en bourse sur ton compte de courtage.
Maintenant que ce soit en 3 mois, 6 mois, 12 mois, voilà, ça dépend fortement. De nouveau, hein, je te le dis depuis le début de la vidéo, je fais un peu des généralités parce que je connais pas ta situation personnelle. Mais si tu respectes vraiment les 5 points là qu'on vient de voir ensemble, déjà de manière générale, c'est quasi certain que dans les mois à venir, voire années à venir, tu as ce premier palier des 10 000 francs investis en bourse qui va être franchi et tu verras que le palier suivant des 20, 30, 50, 100, etc., c'est ce qui va juste activer du coup ces intérêts composés. Et plus tu as d'argent investi en bourse qui travaille pour toi et dont tu n'as pas, enfin, moins besoin d'alimenter, et bien plus tu vas te rapprocher finalement de cette liberté financière, retraite anticipée, une année sabbatique, peu importe l'objectif que tu te sois fixé. Donc voilà pour ces erreurs, hein. Donc vraiment, voilà, c'est sur toutes les audits que enfin toutes les finances que j'ai pu auditer dans le job de conseiller financier et les personnes qui rejoignent l'accompagnement, il y a vraiment ces 5 points généraux. C'est déjà ce sur quoi on commence à travailler dès le début, avant d'aller voir un dividende, de la double imposition, ce genre de choses. C'est de mettre en place ces éléments pour être sûr que la personne, à la fin de l'accompagnement, ait déjà un plan clair et surtout qu'elle sache exactement comment bâtir et gérer son propre portefeuille en bourse. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'ai mis en description de vidéo donc une formation offerte qui t'explique exactement la méthode que j'utilise. Donc vraiment depuis plus de 4 ans aujourd'hui, comment j'ai bâti ce socle passif en bourse, ces actions de qualité en étant 100% adapté à la Suisse et surtout avec un process qui prend moins d'1 heure par mois. Et c'est exactement ce que mettent les élèves en place aujourd'hui. Donc tu as le lien en description, je te laisse consulter la vidéo, c'est gratuit. Également, si tu as voilà, une question par rapport à du coup, ce que je viens de te présenter, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je réponds personnellement à chaque personne, je lis chaque commentaire. Si tu as des idées de prochaines vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues sur la chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire. De nouveau, hein, ça me nourrit toujours d'avoir un petit peu ces idées, puis ça me donne voilà, des idées pour des futurs contenus vidéo. En attendant, je te remercie pour ton temps et ton attention. C'était Jérémy, je te dis à une prochaine pour une future vidéo.